Dans cette vidéo, nous allons parler du parcours que font les ancêtres et donc des différentes cités qu'ils traversent. Chez les Ngala du littoral Cameroun, il y a l'idée que le soleil à un moment va happer les morts de la journée. La grande barque va porter les morts de la journée et il va aller au port de l'ouest les déposer. Ensuite, il y aura un tri qui sera effectué par une divinité qui est le séparateur. C'est cette divinité-là donc qui va décider de votre séparation et de l'endroit où vous allez aller. Il y a un port où on va mettre deux embarcations différentes. D'un côté, il y a ceux qui iront dans la barque des morts et de l'autre côté, il y a ceux qui iront dans la barque des futurs ancêtres, c'est-à-dire donc la barque de vie. Ils vont traverser les 12 cités souterraines. Nous n'allons pas parler des 6 premières dans cette vidéo, on va le faire une prochaine fois. On va précisément les aborder quand on va parler du parcours du mort. Ici, on parle du parcours de l'ancêtre. On va donc directement vers les 6 cités qui suivent, qui sont les véritables cités de lumière. Lorsqu'il est minuit, c'est le commencement réel du monde des ancêtres ou alors la cité souterraine des ancêtres. Parce que l'idée, c'est de renaître avec le soleil. Ce soleil qui meurt dans le monde glacial, qui n'est pas encore visible. Lorsqu'il renaît à minuit 01 minute, il n'est pas encore visible. Il ne sera que lorsque vous serez arrivé au bord de l'Est. Donc, c'est tous ceux qui vont vivre cette montée du soleil, littéralement, qui sont des ancêtres. Dans la première cité des ancêtres, le mort est appelé Emalé, ce qui signifie le prince renaissant. Vous n'êtes qu'un prince. Qu'un prince, c'est quand même beaucoup. En tant que prince, vous commencez votre renaissance et vous êtes déjà dans la lumière. Imaginez ce monde souterrain comme étant un cercle séparé en deux. Vous avez donc en haut 12 cités célestes et en bas 12 cités souterraines. Vous séparez ensuite cette partie souterraine en deux et vous avez donc 6 cités à droite et 6 cités à gauche. Commençant par parcourir de la droite, vous parcourez jusqu'au milieu. C'est là que vous avez donc les ancêtres qui commencent à grimper. La première cité, c'est celle des princes renaissants, comme je le disais. Vous sortez de la souffrance et vous arrivez à la lumière. Même si vous êtes un ancêtre, même si vous avez été un homme très lumineux sur terre, vous parcourez quand même tous les mondes de souffrance. Ce n'est pas que vous arrivez directement dans le monde où vous êtes un prince renaissant, pas du tout. Sauf qu'à la différence des autres, vous n'allez pas y habiter. Vous allez juste les parcourir, les traverser. Dans certains de nos contes initiatiques, on nous racontait comment est-ce que le mort aperçoit les morts bienheureux passer dans la pirogue et lui dit « Tiens, ne m'oublie pas, ne me laisse pas, je suis ici seul. » Et l'ancêtre qui est dans la barque en traversant lui répond « Rappelle-toi, on t'avait dit de ne pas voler. Rappelle-toi, on t'avait dit de respecter la communauté. Rappelle-toi, on t'avait dit de ne pas tuer, etc. etc. » Ce sont les étapes de conscience que parcourt le mort. Lorsque vous êtes un prince renaissant de l'autre côté, vous avez déjà accumulé de la lumière. Vous êtes déjà purifié. Et comme vous avez déjà accumulé de la lumière, vous pouvez déjà rayonner pour les autres. Ensuite, vous avez la deuxième cité qui est celle des Laketi. Laketi, c'est le président des assemblées. À ce niveau-là, vous avez déjà une assemblée d'ancêtres en dessous que vous dirigez. Exactement comme un organigramme. Il y a vous qui êtes déjà un ancêtre, vous avez le président d'assemblée et tout en bas, vous avez les princes. Le premier niveau, ce sont les renaissants. Le deuxième niveau, les présidents. Après les présidents d'assemblée, il y a les patrons des lignées. Et vous avez ici Mukingo, celui qui sort toute la communauté du brouillard. Cela veut simplement dire qu'il a la possibilité de vous aider, de vous épauler, de vous apporter des solutions et de capitaliser assez de force. Il n'est pas encore divinisé, mais c'est un ancêtre qui peut apporter à un peuple des solutions. Dites-vous que plus vous grimpez dans l'ancestralité, plus vous avez de la force et du pouvoir. Et après, vous portez un titre. Par exemple, si vous êtes patron des lignées, vous pouvez décider qui se réincarne ou pas. Vous pouvez également prendre la vie de quelqu'un de votre lignée qui est malfaisant dans le village, malfaisant dans la communauté, ou d'une personne qui s'est trop détournée de ses objectifs de vie. Vous êtes plus élevé, donc vous avez beaucoup plus de force. Cette classification existe, mais il y a également une autre typologie aussi qui existe que l'on retrouve dans la plupart de nos sociocultures. Il y a ce que nous appelons les ancêtres civilisateurs, ceux qui ont modifié le cours des choses dans la communauté. Ce sont des innovateurs, des génies en fait. Ceux qui, grâce à leur intelligence, ont par exemple bâti des systèmes d'irrigation d'eau, de traitement de déchets ou encore une façon de rendre l'eau potable. Ceux qui ont découvert des systèmes, la découpe du temps par exemple, qui ont compris les premières notions de mathématiques et ont pensé les structures beaucoup plus fortifiées pour résister aux intempéries, etc. Ceux qui ont inventé des bateaux, ceux qui ont compris la nature, ceux qui ont aidé à soigner des maladies, les explorateurs, etc. etc. Ceux-là, on les appelle les ancêtres civilisateurs. Vous avez aussi des ancêtres éponymes, ceux qui ont donné les noms aux villages ou au peuple.
Vous allez voir que dans une communauté, il y a un grand nombre de personnes qui portent un même nom. C'est parce qu'il y a une personne qui a donné ce nom à cette communauté-là qui s'est ensuite répandue. Nous avons aussi les ancêtres fondateurs qui peuvent être des ancêtres éponymes. Cela suppose que la cité dans laquelle vous êtes, le pays dans lequel vous vivez, le nom de la montagne porte son nom, la rivière porte son nom, un lac peut porter son nom, mais vous reconnaissez quand même que c'est lui le fondateur. Et même si la cité ou quelque chose ne porte pas son nom, vous savez quand même que c'est lui le fondateur de votre lignée. Il y a également ceux qu'on appelle les ancêtres royaux. C'est toute la longue chaîne d'ancestralité qui ont dirigé nos familles, nos clans, nos tribus, peut-être même nos royaumes. Ce sont littéralement des ancêtres royaux. Très souvent, ce sont les gens qui, sur Terre, avaient déjà capitalisé beaucoup d'énergie, puisqu'ils étaient au sommet de la pyramide. Ils étaient des rois, ils étaient des chefs. Ou alors, ils étaient au centre du cercle de vie dans lequel nous étions. Comme on dit souvent, nous sommes rois ici et on continue à être roi de l'autre côté. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on va installer un roi ou un chef, on fait appel à tous les ancêtres de sa lignée, mais pas n'importe quel ancêtre, des ancêtres royaux, parce qu'on a besoin de cette énergie qu'ils ont accumulée. On a besoin de mettre leur énergie dans le corps du nouveau roi. C'est aussi pour ça que l'on parle fatalement de famille royale. Il y a toute cette typologie qui est importante à maîtriser pour comprendre les ancêtres. Je donne ici simplement les plus importantes. Il existe dans notre socioculture l'ancêtre qui s'occupe de collecter les offrandes par exemple, les mudindo. Lorsqu'il y a de grandes fêtes, c'est lui qui rassemble les offrandes et va maintenant répartir de l'autre côté. C'est pour éviter de donner les offrandes à n'importe qui, à n'importe quoi, parfois même à des gens qui ne le méritent pas. Des gens qui ne le méritent pas, mais on pense qu'ils peuvent nous aider parce qu'ils sont de l'autre côté. Non, ce n'est pas toujours le cas. De l'autre côté, beaucoup de gens sont en difficulté eux-mêmes et ne peuvent pas nous aider. Lorsque nous, on s'adresse au Mudindo, c'est parce qu'on sait que lui, il a la cartographie de tout ce qui se déroule de l'autre côté. Il sait qui peut faire quoi. Il sait qui a la maîtrise de quoi de l'autre côté. Et il sait donc comment orienter les offrandes. Et dans certaines de nos sociocultures, on s'adresse à une personne et on lui demande de distribuer aux autres. D'ailleurs, c'est régulièrement ce que je fais quand je fais des offrandes. Je m'adresse à des personnes spécifiques et je leur dis distribuer aux autres. Chez les Ngala, on a par exemple ce qu'on appelle les Mutata. C'est le dernier à être parti. Mais il a fait de grandes choses ici. Récemment, c'est à ça qu'on associait la divinité qui représente l'extension du territoire de Yuji dans Jujutsu Kaisen. Chez les Ngala, donc, on les appelle les Mutata. Vous voyez qu'au Japon, c'est un autre nom. Voilà. Donc, c'est le dernier à être parti qui a réalisé de grandes choses de son vivant. Et comme il est parti, il va continuer à faire de grandes choses de l'autre côté. C'est celui littéralement qui ouvre la porte. Parce que tu ne pars pas pour aller le plus loin possible en abandonnant les autres. Non. C'est lui qui ouvre donc la porte, qui se rassure que tout le monde est passé. C'est un guide. Et en attendant que quelqu'un d'autre vienne le remplacer, il continue sa mission de l'autre côté. Il ouvre la porte pour les autres arrivants. Vous voyez bien la structuration du monde des ancêtres. Il ne s'agit pas d'imposition ou de faire comme on veut, quand on veut, où on le veut. Non, pas du tout. Si nous parlons d'une cité des ancêtres, qui est très souvent calquée sur le modèle des villages des vivants, c'est bien parce que même de l'autre côté, il y a une structure établie. Il n'y a pas de pays ou de peuple sans roi. Il n'y a pas de pays sans notable. Ainsi de suite. Il y a toute une structuration. Alors, je résume un peu en donnant les qualifications des ancêtres. Le Mutata, qui est l'ancêtre proche à qui nous nous référons, parce qu'il est le dernier à partir. Comme il est déjà là-bas, il peut ouvrir certaines portes de l'autre côté. Les ancêtres royaux, les ancêtres fondateurs, les ancêtres éponymes et les ancêtres civilisateurs. On a vu la typologie au niveau des cités et au niveau des fonctions des ancêtres, mais aussi une typologie plus classique où on va dire grand ancêtre ou ancêtre divinisé. Là, on n'est plus dans les Aku, de simples esprits lumineux. On est à un niveau bien plus haut, les Imaku, ou alors les porteurs de vérité. On vient à ce niveau d'embrasser les Makeru. Ce sont les gens qui 42 fois ont pu se justifier devant le tribunal d'Usire. Ils se retrouvent donc de l'autre côté et ils ont dépassé le cadre des divinités souterraines. Ils sont désormais de l'autre côté. Ils sont de l'autre côté et ils ont dépassé le cadre des cités souterraines. Certains les confondent même à des planètes, à des étoiles, à des luminaires très hauts. Vous voyez le niveau? Les chrétiens, plus particulièrement les témoins de Jéhovah par exemple, n'ayant pas compris cette notion, ont pondu un monde de quelque part. Voilà. Mais nous étions les premiers à parler de cette vertu. On était les premiers. C'était l'idée de la renaissance, puisqu'elle est patronnée par Usire, qui est le maître de la résurrection, le patron des renaissances.
Et on estime que quand vous êtes déjà à ce niveau, vous avez acquis cette position et vous êtes déjà revitalisé. Vous pouvez donc rivaliser avec d'autres personnes. En fait, vous êtes dans la fameuse cité où vous côtoyez les divinités. Voilà. Les Ngala disent qu'on y retrouve des grands rois, des grands initiés et les ancêtres divinisés. Vous avez été fondu avec une étoile. Vous habitez désormais une divinité. Votre corps vit désormais au niveau de l'étoile. Et vous pouvez donc diffuser du savoir, diffuser de l'énergie à foison, diffuser de la connaissance pour toute la lignée et même aux ancêtres. À ce niveau, ils sont tellement hauts que tout le monde n'a pas accès à lui. Non, c'est pas possible. Donc, ce n'est pas parce qu'on est mort qu'on est devenu un saint. Le brigand ne devient pas subitement un ancêtre. Le brigand ne devient pas subitement une référence parce qu'il est juste mort. Voilà. On a donc toute une trajectoire, tout un parcours à faire. Et d'ailleurs, il y a même des conditions pour entrer dans l'ancestralité. Voilà le cas des ancêtres divinisés, voilà le chemin qu'ils parcourent. J'espère que dans ma lignée, il y a plusieurs ancêtres et plusieurs ancêtres qui ont déjà atteint le stade de divinité. Dans la vôtre aussi, je vous souhaite grandement ça. Mais bon, il est très probable que si dans la mienne, il y en a, dans la vôtre aussi. Parce qu'on remonte dans une longue chaîne d'ancestralité. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler de spiritualité africaine et que nos ancêtres veillent sur nous.